Dans cette vidéo, nous allons définir les vecteurs aléatoires, nous allons parler de fonctions de répartition et de copules. La définition d'un vecteur aléatoire est très simple. À partir du moment où on a compris comment fonctionne une loi jointe grâce au chapitre précédent, c'est extrêmement simple de définir un vecteur aléatoire. Je me donne un espace probabilisé, je me donne des variables aléatoires définies sur R, munies des boréliens. Eh bien, on dit que X qui à oméga associe RD est un vecteur aléatoire lorsque oméga, eh bien, je prends petit oméga dans oméga et je lui associe le vecteur x1 d'oméga jusqu'à xd d'oméga. On parle aussi de variables aléatoires multidimensionnelles. Et pour vous donner un exemple d'application tout de suite, lorsque on lance un dé, enfin 2D plus exactement, eh bien on peut modéliser ça avec un vecteur aléatoire de R2. Permettez-moi de vous donner la définition de la fonction de répartition multivariée d'un vecteur aléatoire. Eh c'est ce à quoi on s'attend. Alors, je vous rappelle qu'en dimension 1, pour une variable aléatoire, j'allais dire normale, on va dire réelle, de dimension 1, la fonction de répartition, c'est l'application qui, à x, fait correspondre un élément un nombre réel entre 0 et 1, et essentiellement, c'est la probabilité d'être avant x, strictement avant x, inférieur à x. Bon. Eh bien, pour une fonction de répartition sur un vecteur aléatoire, on va avoir x1 jusqu'à xd, donc ce seront les paramètres. Eh bien, la fonction de répartition, ça va être la probabilité que grand x1 soit plus petit que petit x1, que grand x2 soit plus petit que petit x2, et ainsi de suite, jusqu'à grand xd plus petit que petit xd. Alors, en dimension 2, ça se comprend évidemment très facilement, et c'est peut-être évidemment la manière de le comprendre, c'est de commencer par des cas les plus simples. Donc, si je prends un vecteur en dimension 2, qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition, donc qui sera bivariée, on aura donc deux variables, x1 et x2, ce sera la probabilité que grand x1 soit plus petit que x1 et que grand x2 soit plus petit que x2. Graphiquement, ça veut dire que ça va être la probabilité d'être dans la zone grisée qui se trouve ici. Si je reprends l'exemple du dé, donc je prends x, la variable aléatoire modélisant le lancer de 2 dés, donc il va y avoir deux composantes, x1 pour le premier dé, x2 pour le deuxième dé. Donc la probabilité, à partir du moment où on prend une loi uniforme, discrète, qui est ce qu'on fait en termes de modélisation dès qu'il y a équiprobabilité, donc on a des symétries parfaites sur les dés, etc., eh bien on va avoir la probabilité de x1 égale i et x2 égale j sera égale à 1/36e dès que i et j sont deux entiers entre 1 et 6, et puis 0 sinon. Donc, qu'est-ce que sera la fonction de répartition? Eh bien, ce sera cette fonction-là, donc application qui va de R2 dans l'intervalle 0,1. Et vous voyez, si je prends x1 et x2 inférieurs ou égal à 1, eh bien, manifestement, la fonction de répartition sera nulle. Et puis, ensuite, on va, entre 1 et 2, on va faire des pas comme ça, des marches. Donc là, à ce stade, si vous ne voyez pas pourquoi nous avons cette fonction de répartition, je vous invite à mettre la vidéo en pause et bien comprendre pourquoi nous avons cette fonction-là. Et vous remarquez, bien sûr, que fx va être constante, compte tenu de la loi de probabilité, sur chacun de ces pavés. Donc on obtient ce graphe en 3 dimensions. Puis effectivement, une fois qu'on est arrivé à 1, quand on continue, on va avoir un plateau. Et puis quand on était en dessous de 0, évidemment, avant 1, donc à 0, évidemment, on continue comme ça jusqu'à moins l'infini des deux côtés. Bon, donc voilà la manière dont cette fonction de répartition se construit. Voilà un exemple. Je vais tout de suite énoncer quelques propriétés rapidement. C'est des propriétés qui quasiment tombent sous le sens ou qui sont très faciles à démontrer. Bon, la première, c'est évidemment que la fonction de répartition est dans 0,1, puisque c'est une probabilité, la mesure de probabilité P. Bon, donc pas de difficulté de ce côté-là. Elle est croissante dans chacune de ces variables. Il suffit de vérifier que si je fais croître la variable, l'ensemble dans lequel l'ensemble que je mesure devient plus grand. Donc forcément, quand on dit plus grand, ça veut dire qu'il est donc plus grand au sens de l'inclusion, et donc pour les mesures, on va avoir une inégalité, donc pas de difficulté de ce côté-là non plus. On va avoir la continuité à droite dans chacune des variables, comme on l'avait fait d'ailleurs pour les fonctions de répartition avec une seule variable. Si je fais tendre xi
si je fais tendre un xi, hein, simplement un xi vers moins l'infini, eh bien la fonction de répartition va tendre vers 0. Alors comment je démontre ça? C'est là aussi très facile. Je prends une suite d'ensembles avec des inclusions, et on peut voir que l'intersection de tous ces ensembles avec ma suite xi qui tend vers moins l'infini, eh bien, ça va me donner l'ensemble vide, hein, et donc forcément la limite de la mesure sera 0. Donc, pas de difficulté de ce côté-là. Et enfin, si je prends mes xi qui vont tous vers plus l'infini pour les mêmes raisons, je peux prendre une suite, donc je peux prendre des suites pour chacun de ces xi, hein, donc il y a x1n, x2n, etc. jusqu'à xdn, donc je vais tendre vers plus l'infini. Je vais construire du coup des ensembles qui vont être emboîtés, hein, les uns dans les autres, et quand je fais la réunion de tous ces ensembles-là, la réunion de tous ces ensembles-là, ça me donnait mon ensemble RD tout entier, et par voie de conséquence, on va avoir du coup la limite de f1 jusqu'à xd qui va être, lorsque ces quantités tendent vers plus l'infini, qui va être égale à 1. Voilà. Donc on a ces propriétés auxquelles on s'attendait bien sûr pour les fonctions de répartition. Autre point, si je prends un vecteur aléatoire, donc je commence par une dimension 2, si je regarde la fonction de répartition, mais ouais, quand je fais la fonction de répartition du rectangle, hein, x1, x2 par y1, y2, eh bien c'est f de x2, y2 moins f de x2, y1 moins f de x1, y2 plus f de x1, y1. Alors pourquoi? Simplement parce que écrire que z, la variable aléatoire jointe, hein, est dans x1, x2 croix y1, y2, c'est dire que x, hein, la première composante de z est dans x1, x2, et que y, la deuxième composante de z, est dans y1, y2. Alors quand j'écris ça, c'est pareil que de dire que x est dans x1, x2 avec y plus petit que y2, auquel je retranche p de x dans x1, x2 avec y plus petit que y1. Hein, simplement, ça résulte du fait que je fais la différence ensembliste entre les deux. Bon. Et donc après, je prends les mesures de probabilité qui sont finies, donc tout marche bien. Bon. Et puis, quand j'écris ça, je peux faire la même plaisanterie du côté des x, vous voyez. Donc, ça fait que je vais avoir ces quatre composantes, hein, ces quatre termes, plus exactement. Et ces quatre termes, c'est exactement les fonctions de répartition en x2, y2, x1, y2, x2, y1 et x1, y1. Vous voyez, donc en fait, ce que ça me donne, c'est exactement ce que j'ai annoncé dans la proposition. Bon. Alors, cette démonstration et cette proposition se généralise. Hein, si au lieu d'avoir un vecteur donc de dimension 2, j'ai un vecteur de dimension 3, au lieu de faire cette plaisanterie 2 fois, je la fais 3 fois. Alors on voit qu'il va y avoir 8 termes cette fois-ci. Et voilà la formule générale. Hein, donc là, je prends des x1, x2, hein, au lieu alors attention, x1, x2, et ce sont les débuts et fins de l'intervalle. Les i en exposant, enfin c'est pas des exposants, c'est plutôt des superscripts, c'est le numéro de l'intervalle, hein, donc par rapport à la dimension. Et donc, dit autrement, ce qui était x1, x2 tout à l'heure, c'est maintenant x1, x2, 1. Enfin x1, 1 et x2, 1. Ce qui était y1, y2 tout à l'heure, c'était maintenant x1, 2 et x2, 2. Hein, voilà, donc il ne faut pas se tromper simplement dans les notations, hein, elles sont un peu tordues, mais enfin bon, c'est comme ça. Et quelle est la formule? C'est la somme. Alors là, on va avoir 2 puissance duplées, hein, qui sont dans la somme, et puis on a un moins 1 puissance la somme de i indice j avec des f. Bon, voilà, la formule est un petit peu compliquée, mais en fait, si vous écrivez la formule à dimension 3 et dimension 4, vous avez compris comment ça fonctionne, et ce qui est compliqué, c'est simplement l'écriture de la formule et pas la formule elle-même. Alors d'ailleurs, comment ça se démontre cette affaire? Simplement par récurrence, hein, c'est extrêmement simple. Bon. Donc voilà, donc nous avons ces propriétés, et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que lorsque je me donne un vecteur aléatoire, eh bien, parler de sa loi ou parler de sa fonction de répartition, quelque part, c'est pareil. Alors pourquoi c'est pareil? Parce que l'une caractérise l'autre. Alors pourquoi? D'abord, Px est bien caractérisé par la fonction de répartition. Enfin, Px caractérise bien la fonction
de répartition fx. Hein. On donne px, on a fx. Bon. Et par ailleurs, si j'ai fx, eh bien ça va caractériser px. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est parce qu'on a une coïncidence sur le pi-système des pavés. Hein. Donc on a bien unicité, bon, on a fait ça déjà plusieurs fois, donc on a bien une caractérisation, hein, donc que je me donne la loi ou que je me donne les fonctions de répartition, c'était vrai déjà hein, en dimension 1, eh bien ça reste vrai en dimension d, c'est pareil. Donc ce que nous venons de dire, c'est que se donner la loi ou se donner la fonction de répartition, c'est pareil. La loi et la fonction de répartition, ce n'est pas le même objet. L'un est une mesure et l'autre est une fonction. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est que lorsque l'on a l'un, on a l'autre automatiquement. Et il y a donc une correspondance. Hein, donc se donner la loi ou se donner la fonction de répartition, eh bien, d'une certaine manière, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'était déjà le cas pour les variables aléatoires réelles, eh bien c'est encore le cas pour les vecteurs aléatoires. À ce stade, je voudrais vous rappeler que la loi ou la fonction de répartition hein, ne vous permet pas de remonter à la variable aléatoire. Hein. C'est-à-dire que plusieurs variables aléatoires différentes peuvent conduire à la même loi. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'exemple que nous avions donné dans le chapitre 6 pour les variables aléatoires réelles, avec le jeu de loi. On avait montré des variables aléatoires différentes qui conduisaient à exactement la même loi. Donc, gardons bien en tête qu'une variable aléatoire, ou en l'occurrence ici une variable aléatoire à valeur dans RD, donc un vecteur aléatoire, va nous donner une loi et une fonction de répartition. Et là, c'est pareil, mais on ne peut pas remonter hein, de la loi ou de la fonction de répartition, on ne peut pas remonter à la variable aléatoire. Alors, évidemment, la question, on avait déjà évoqué ce sujet, hein, c'est bien sûr si on avait le choix entre avoir la variable aléatoire ou la loi, ben on choisit la variable aléatoire. Hein, mais souvent, on a juste accès à la loi, on n'a pas accès à la variable aléatoire, ou plus exactement, on n'a pas accès à l'expression de la variable aléatoire. Hein, imaginez par exemple que la variable aléatoire, ce soit la taille de la population. Bon, vous voyez bien qu'on va arriver à accéder à la loi, on va faire des mesures, bon, on y reviendra d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la loi, mais enfin on peut avoir quelques idées sur la manière dont on va obtenir la loi de cette variable aléatoire. En revanche, si je vous demande quel est l'ensemble oméga et quelle est la fonction qui, à un ensemble de paramètres, fait correspondre à la taille de la population, vous voyez bien que, alors effectivement, oméga, il va y avoir l'alimentation, le génome, enfin bon, on ne va pas savoir construire la variable aléatoire. Mais on sait caractériser sa loi. Hein, donc voilà. Donc je répète, hein, voilà. Donc là, ce que nous avons dit à ce stade, c'est que loi ou fonction de répartition, ben, c'est pareil, ça contient le même niveau d'information, et ça contient bien sûr moins d'informations que la variable aléatoire. Et encore une fois, je vous renvoie au chapitre 6 pour les détails sur ce point. Alors, je vais tout de suite définir, ou rappeler plutôt, la définition des lois marginales. Donc je vais me donner un vecteur aléatoire, donc dimension d, avec une fonction de répartition, ou une loi, hein, c'est pareil du coup, eh bien on va appeler loi marginale les lois de chacun des xi pris séparément. Chacune des composantes prises séparément, ben, on va avoir une loi hein, pour chacune des variables aléatoires. Alors quand je dis une loi, si je dis fonction de répartition, c'est pareil. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est, étant donné ce vecteur aléatoire, avec sa loi, hein, sa fonction de répartition, eh bien je vais regarder les lois de chacune des composantes de ce vecteur aléatoire. Bon. Ça s'appelle les lois marginales. Alors, par définition, hein, f de xi de petit xi, bah, c'est p, hein, la mesure de xi plus petit que xi. Voilà, grand xi plus petit que petit xi. Et on peut vérifier, de la même manière que tout à l'heure avec mes ensembles emboîtés, il suffit de vérifier que cette fonction f de xi, bah, elle s'écrit comme étant la limite de tous les xi sauf le i que j'ai considéré, qui tendent vers plus l'infini, de ma fonction grand f de x, ma fonction de répartition. Bon. Donc ça, c'est effectivement les lois marginales. Alors là, j'ai pris pour chaque xi pris séparément, donc chaque composante. On peut regarder les fonctions pour plusieurs composantes. Donc si je prends non plus une composante, mais par exemple deux composantes ou trois composantes dans mon vecteur, eh bien je vais avoir, si j'ai deux composantes, j'aurai une fonction de répartition bivariée pour ma loi marginale, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la définition des lois marginales.
Je vous donne la définition en dimension 2 pour qu'on comprenne bien. Hein. Souvent, on est perturbé par les dés, les points de suspension, on ne sait plus trop. Donc, je vous donne la même chose en dimension 2. Donc, en dimension 2, je prends un vecteur aléatoire, à valeur dans R2. Hein. Ce vecteur aléatoire, je l'appelle Z. Les composantes, je les appelle X et Y. Donc, j'ai une loi, hein, PZ, avec une fonction de répartition FZ. Eh bien, je vais appeler les lois marginales de Z les lois de X et de Y, hein, prises séparément. Et ces deux lois, je peux aussi parler de leur fonction de répartition, hein, parce qu'on a dit que c'était pareil. Eh bien, f de x, f de la variable aléatoire x, la première composante, de petit x, ce sera la probabilité que grand X soit plus petit que x. Hein, je rappelle que ça, c'est une chose qu'on connaît bien. C'est aussi, hein, la limite, lorsque y tend vers plus l'infini, de f de x, de xy. Voilà. Hein, et comment on fait ça? Comme on l'a dit tout à l'heure, par des ensembles emboîtés, ça se montre sans aucune difficulté. Puis de la même manière, donc f de y, la deuxième loi, je peux la calculer simplement comme étant p de y plus petit que y, qui est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini cette fois-ci, de f de y de xy. Bien. Alors, je vous donne un exemple. Si je reprends mon histoire de lancer de dés, donc la loi jointe, bon, on l'a donnée tout à l'heure, hein, ça vaut 0 tout le temps, sauf quand i est un nombre entier entre 1 et 6 et j est un nombre entier entre 1 et 6, donc on a vu la fonction de répartition tout à l'heure. Eh bien, les lois marginales, ce sera les deux lois suivantes, hein, donc la loi Px et la loi Py, qui me donne 1/6 si i est dans un 6, 1/6 si j est dans un 6 pour la deuxième. Voilà, donc ça en fait, c'est la même loi d'ailleurs. Donc ce sont les lois marginales. Bon, en fait, entre nous, ça s'est un peu mordu la queue, parce que la manière dont on avait construit la loi jointe, c'est en fait, on était parti de la marginale, et on s'était dit, il y a indépendance entre le lancer des 2D, donc on avait fait le produit. Hein. Donc évidemment, on n'est pas surpris de retrouver deux lois marginales qui, lorsqu'on en fait le produit, nous donnent la loi jointe. Mais là, c'est parce qu'on était parti d'un exemple où on avait en tête l'indépendance des variables aléatoires x et y au moment où on a construit la loi z. Alors ça d'ailleurs, ça nous donne tout de suite, ça nous amène à une question assez naturelle. La question naturelle qu'on va se poser, c'est quel est le lien entre la loi ou les fonctions de répartition, c'est pareil, de mon vecteur aléatoire et les lois marginales des composantes. Bon, donc manifestement, à partir de fx, hein, de la loi ou de la fonction de répartition de ma loi jointe, je vais pouvoir retrouver les lois de chacune des composantes. On a donné la formule tout à l'heure, il suffit de passer la limite. Bon, très bien. Pas de problème. Donc, à partir de la loi jointe, je peux trouver les lois marginales. La question qui se pose, c'est est-ce qu'à partir des f de xi, des lois marginales, je peux remonter à la loi jointe? Et là, la réponse est non, il manque de l'information. Vous voyez, si mes variables aléatoires sont indépendantes, alors oui, on avait dit, d'ailleurs c'est la définition de la dépendance. Si j'ai des variables aléatoires, alors la connaissance des f de xi va me donner la connaissance de la loi jointe, puisque par définition, ça va être la mesure produit. Hein. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté, c'est la mesure produit, donc les fonctions de répartition et le produit des fonctions de répartition. D'ailleurs, je vous rappelle la proposition, enfin, je vous donne la proposition suivante, hein, c'est que si je me donne un espace probabilisé, et si je prends des variables aléatoires qui sont indépendantes, eh bien, les fonctions de répartition, ça va simplement être, la fonction de répartition, ça va être le produit des fonctions de répartition de chacune des variables. Et réciproquement, si la fonction de répartition multivariée est le produit des fonctions de répartition de chacune des variables, j'aurai effectivement l'indépendance. Notez au passage que si j'ai des densités de probabilité pour ces variables aléatoires, il en est de même pour les densités de probabilité. Bon, alors revenons à notre question. Donc, bon, je disais, effectivement, si c'est indépendant, si les variables aléatoires sont indépendantes, bon, d'accord, on peut remonter des lois marginales à la loi jointe, mais dans le cas général, il nous manque de l'information. Hein, il nous manque de l'information, il nous faut une règle de construction à partir des lois marginales. Il faut une règle de construction pour déterminer la loi jointe. Cette règle de construction, ça va s'appeler la copule. Alors, donnons tout de suite une définition. On appelle copule de dimension 2 toute fonction qui va de R2
dans 0, 1, qui satisfait plusieurs critères. Alors R2, vous allez voir qu'on va pouvoir se réduire au carré unité dans un instant, mais on va avoir plusieurs propriétés, donc les propriétés qui sont indiquées ici. Et donc, première propriété, le fait que c de xy soit égal à 0 si x est négatif ou y négatif. Ensuite, des conditions au bord, hein, c de xy égale x si y plus grand que 1, égale y si x est plus grand que 1, et puis égale 1 si x est plus grand que 1 ou y plus grand que 1. Donc déjà, avec ces 4 premières propriétés, on se rend compte tout de suite d'une chose, c'est qu'il suffit de définir c sur le carré unité. Et en fait, bon, bah, partout ailleurs, on va pouvoir déterminer quelle est sa valeur. Hein. Si vous prenez C de moins 18, moins 341, je vous dis tout de suite quelle est la valeur, hein, c'est 0. Bon, voilà, puisque la première propriété, mais bon, très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, il suffit de définir C sur 0, croix 0. Alors, regardons chacune de ces propriétés. Hein. Donc, la première me dit simplement que sur le bord gauche et le bord du dessous, C est nul. La deuxième me dit qu'en haut, ben, simplement Cx1, ça sera x. La troisième me dit que sur le bord de droite, C de 1y, ce sera y. Et puis, la quatrième me dit en haut à droite, c'est 1. Voilà. Et la cinquième me dit, si je prends un rectangle dans ce carré, je dois avoir C de BD moins C de BC moins C de AD plus C de AC positif. Alors ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu il y a peu de temps, c'est-à-dire il y a à peu près quelques minutes, qui est essentiellement l'histoire de la probabilité sur le pavé, enfin sur le rectangle. En fait, la raison, on a bien compris, la manière dont on va utiliser la copule dans un instant, c'est pour dire f de z de la loi jointe de xy, ça va être la règle de construction, donc c de fx de x, fy de y. Donc ce que je veux, c'est que la probabilité de x dans x1, x2 et de y dans y1, y2, la moindre des choses, c'est que ce soit positif. Hein. Donc il faut absolument imposer cette propriété à la copule pour pouvoir ensuite l'utiliser de cette manière-là. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette cinquième propriété qui peut paraître un peu étonnante, mais qui est simplement liée donc, à cette exigence que l'on a sur les fonctions de répartition. Bon. Donc à partir de là, bien, ce que je vous propose, c'est simplement de donner un exemple. Bon, si je prends XY, est-ce que c'est une copule? Bah, la réponse est oui, hein, si vous pouvez regarder les 4 premières, bon, c'est facile de vérifier, vous en conviendrez. Bon, la cinquième n'est pas beaucoup plus compliquée à vérifier, hein, si on a compris que c'était B-A fois D-C. Bon, donc autrement dit, XY c'est une copule. Hein. Et alors, on va lui donner un nom à cette copule. Vous pouvez tout de suite imaginer le nom qu'on va lui donner. On va faire durer un tout petit peu le suspense. Alors, cette copule, bon, commençons par regarder les courbes de niveau. Voilà, les courbes de niveau de cette copule, voilà. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si je fais C de fx de x, fy de y? Bah, ça va faire f de x fois fy de y. Donc, autrement dit, si je prends cette copule pour passer des lois marginales à la loi jointe, bah, en fait, comment est-ce qu'on appelle cette copule? Levons le suspense tout de suite, ça s'appelle la copule d'indépendance. Hein, qu'on va utiliser cette règle de construction pour passer des lois marginales à la loi jointe, bah, essentiellement, on l'utilise lorsque l'on a indépendance des variables aléatoires. Alors évidemment, ça c'est un cas très particulier et sans doute d'ailleurs le cas où on n'a pas besoin de copule, hein, puisqu'on avait un théorème déjà qui nous disait que lorsque l'on avait des variables aléatoires indépendantes, il suffisait de faire le produit pour avoir la loi jointe. Donc bon, c'est pas la copule très intéressante, très importante, mais c'est évidemment un cas très particulier. Je vais vous donner d'autres exemples. Et de xy égale min de xy, bah, c'est aussi une copule, hein, et on l'appelle la copule de comonotonicité. Bon. Voilà les courbes de niveau, hein, qui sont présentées également. Si je prends exponentielle de moins racine carrée de log de x au carré plus log de y au carré, bah, c'est aussi une copule. On peut le vérifier, hein, bon, vous pouvez le faire, hein, c'est pas difficile. Et ça s'appelle la copule de Gumbel de paramètre 2. Et plus généralement, d'ailleurs, je peux définir la copule de Gumbel de paramètre θ, hein, pour θ compris entre 1 et plus l'infini. Donc évidemment, bah, ce qui va se passer, c'est que plus θ va être... Bon, si θ égale 1, bon, c'est la copule d'indépendance. Et plus θ va être grand, bah, vous voyez, les courbes de niveau, hein, voilà ce qu'elles font. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. Alors, typiquement, la copule de Gumbel est utilisée pour construire des lois jointes dans lesquelles on a une surreprésentation de la dépendance au niveau des queues de distribution. Voilà, donc c'est différentes manières, hein, donc de construire
construire la loi jointe à partir des lois marginales et de cette information qui dit comment les deux variables ont un impact l'une sur l'autre. Alors ça, en fait, quand on dit ça, il y a un théorème derrière, c'est le théorème de Sklar. Alors le théorème de Sklar dit quoi? Il dit que si je pars d'une loi jointe, et je peux aller vers les lois marginales, ça on le savait déjà, ce qu'il dit c'est, si je prends donc une fonction de répartition, alors là je le donne en dimension 2 pour l'instant, je prends une fonction de répartition bivariée de z, où z est un vecteur aléatoire de dimension 2, eh bien donc je vais pouvoir construire les fonctions de répartition de x et de y, mais je vais également pouvoir déterminer donc une fonction, une copule de dimension 2, qui est telle que fz de xy, ce soit la copule appliquée en fx de x, fy de y. Bon. Et en plus, cette copule sera unique si fx et fy sont continus. Là où c'est évidemment le plus sensible, c'est quand on passe des lois marginales vers la loi jointe. Donc là, je me donne deux variables aléatoires, donc chacune des composantes de mon vecteur aléatoire, avec donc leur fonction de répartition, leur loi, si vous préférez. Et en plus, je vais me donner une copule de dimension 2. Eh bien, à partir des lois marginales et de la copule, je vais pouvoir construire une variable aléatoire z, qui va être un vecteur aléatoire, puisque c'est dans R2, dont la fonction de répartition va être justement, eh bien, fz de xy, ce sera la copule fx de x, fy de y. Alors, la démonstration, on vous donne un pointeur dans les notes de cours. Ce qu'on veut que vous ayez bien acquis, compris, c'est que finalement, si je me donne x et y, deux fonctions de répartition, enfin deux variables aléatoires de fonctions de répartition fx et fy, donc une loi px et py si vous préférez, plus une copule d'indépendance, eh bien, je peux construire une variable aléatoire dont la fonction de répartition, c'est fz de xy égale fx de x, fy de y, c'est-à-dire finalement, je pars de deux variables indépendantes et je construis le vecteur aléatoire. Bon. Je peux également faire la même chose en changeant de copule. Vous voyez, je prends une autre copule, je vais avoir, donc j'ai les mêmes lois marginales, mais je n'ai pas les mêmes variables aléatoires. Souvenez-vous, des variables aléatoires différentes peuvent avoir la même loi. Je dis, ce n'est pas les mêmes variables aléatoires, puisque manifestement, tout à l'heure, elles étaient indépendantes, et là, elles ne le sont plus. Donc, je prends donc deux autres variables aléatoires, avec les mêmes lois, fx et fy, et avec la copule, notre copule, je vais pouvoir construire un vecteur aléatoire z, donc xy, dont la fonction de répartition est donnée ici, donc la loi correspond à cette fonction de répartition. Je peux également prendre la copule de Gumbel, et puis du coup construire, là encore une fois, une autre variable aléatoire, et ainsi de suite. Bon. Donc finalement, si je reformule, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la connaissance de la loi bivariée, donc la loi du vecteur aléatoire, dans R2, ça me donne deux choses. Un, la connaissance des lois marginales, et en plus, la connaissance de la structure de dépendance qui est représentée par la copule. A contrario, si j'ai simplement la connaissance des lois marginales, c'est insuffisant pour connaître la loi bivariée, parce qu'il me manque la structure de dépendance. Et la structure de dépendance, c'est donc autrement dit, il me manque la copule. Bon. Il faut que je donne la copule en plus pour pouvoir construire la loi bivariée. À ce stade, je voudrais attirer votre attention sur le point suivant. Si vous placez en haut, au niveau des variables aléatoires, vous donnez la variable aléatoire x et la variable aléatoire y, c'est pareil que se donner la variable aléatoire, enfin le vecteur aléatoire z, qui est le couple xy. Autrement dit, vous avez x et y, vous avez z, et si vous avez z, vous avez x et y. Donc on passe de l'un à l'autre sans aucune difficulté. En revanche, dans la rangée du dessous, on n'a plus les variables aléatoires, on a les lois, ou les fonctions de répartition, c'est pareil. Bien, alors à ce niveau-là, souvenez-vous, quand vous passez de la variable aléatoire à la loi, vous avez perdu de l'information. Et il se trouve que lorsque vous passez de z, de la variable aléatoire, du vecteur aléatoire z, à sa fonction de répartition, vous perdez un peu moins d'informations que quand vous passez de la variable aléatoire x à sa fonction de répartition et de la variable aléatoire y à sa fonction de répartition. En fait, vous avez perdu moins d'informations parce que vous avez en plus la copule. Vous voyez, donc si vous vous placez dans la rangée du dessous au niveau des lois,
pour passer de la loi de x et de la loi de y à la loi de z, il vous faut en plus la copule, ou pour passer de z à x et y, vous avez en plus une information de structure de dépendance qui est donnée par la copule. Vous voyez? Donc ça, c'est simplement lié au fait que lorsque vous passez des variables aléatoires aux lois, vous perdez de l'information, et simplement, vous en perdez moins si vous faites ça au niveau de la variable aléatoire jointe, au niveau du vecteur aléatoire, ce qui est en bleu, par rapport au fait de le faire sur les variables aléatoires qui sont en jaune. D'ailleurs, d'un point de vue très pratique, vous verrez que souvent, quand on fait l'analyse d'une loi bivariée, il y a deux étapes. La première étape consiste à identifier le loi marginale. C'est en général l'étape la plus facile, enfin plus facile, il faut le faire quand même, hein, mais typiquement, on regarde des caractéristiques de la population. Bon. Et la partie la plus difficile, c'est de comprendre la structure de dépendance entre les composantes. Ça, c'est en général la partie la plus difficile. Alors là, on a expliqué le théorème de Sklar et les copules en dimension 2. Ça se généralise à la dimension D. Voilà la définition. Donc c'est ce à quoi on s'attend. Hein. C'est-à-dire que lorsque l'un des xi est nul, la copule va être égale à 0. Hein. Pourquoi? Parce que quand j'ai mes xi de la variable aléatoire, enfin de la fonction de répartition qui vont tendre vers moins l'infini, mon f des xi, lui, va tendre vers 0. C'est le f de xi que je plug, que j'insère dans mon c. Hein, donc attention aux notations, hein, ce qui s'appelle x ici va être f une fois qu'on aura inséré dedans dans la copule. Bon, donc ça évidemment la première composante, la première propriété on s'y attend, la deuxième propriété on s'y attend aussi, la troisième également, et puis la quatrième, bon, c'est cette formule un peu accouchée dehors là qu'on a vu tout à l'heure, il faut simplement avoir ça pour pouvoir ensuite que ça fonctionne avec les fonctions de répartition. Bon, donc tout de suite une remarque, hein, c'est que comme tout à l'heure, il suffit de définir la fonction, la copule, non pas sur RD tout entier, mais simplement sur l'hypercube unité, hein, donc 0,1, croix 0,1, croix 0,1 des fois. Et quand on a fait ça, eh bien, on va faire exactement tout pareil, hein, tout va être comme on a fait en dimension 2. On aura le théorème de Sklar, donc une généralisation qui va se faire sans aucune difficulté. Et vous l'avez compris, j'imagine que si je vous demande quelle est la copule d'indépendance en dimension D, vous n'aurez pas de difficulté pour dire que c'est le produit de x1 à xd. Bon. On va terminer cette vidéo par un exemple d'application. Alors, par exemple, un exemple d'application de modélisation en hydrologie. Donc voilà, par exemple, un article que vous pouvez aller regarder, où on regarde, on essaie de comprendre comment, quelle est la manière dont les chutes de pluie se produisent donc dans une ville hein, qui est Liberty en Louisiane. Alors la raison pour laquelle c'est cette ville, c'est parce que c'est des gens qui sont de University of Louisiana, donc forcément ça les intéresse particulièrement de regarder dans ces zones-là. Et donc typiquement, on a plusieurs paramètres, hein, la pluviométrie, l'intensité et la durée des précipitations. Bon, évidemment, quand on a deux d'entre eux, on doit voir la troisième, mais ce qui est certain, c'est que, vous voyez, si vous regardez la pluviométrie et l'intensité, il n'y a pas de raison que les deux variables soient indépendantes, en fait. Hein. Bon, il n'y a pas de raison qu'elles soient dépendantes, mais enfin, on se dit, si on y réfléchit, là, ce n'est pas des mathématiques, c'est la modélisation, on se dit que voilà, il n'y a pas de raison que ce soit indépendant, en tout cas. Bon, alors, que font les gens de cet article? Ils étudient, justement, si vous lisez, vous verrez, ils regardent comment ça marche, et essentiellement, il y a, si vous lisez l'article, à un moment donné, on dit, voilà, alors voilà comment ça fonctionne, les lois marginales, les voici, hein, donc la durée des précipitations, c'est une loi exponentielle, donc je vous renvoie sur le chapitre 6 pour savoir ce que c'est si vous l'avez oublié, dont le paramètre est 4,55, donc typiquement, voilà la distribution de probabilité de la durée. Et puis pour la pluviométrie, hein, le nombre de millimètres, alors là c'est en pouces parce que c'est un article, les États-Unis ne sont pas sur le système métrique, donc typiquement la distribution de probabilité, c'est également une loi exponentielle, donc le paramètre 2,79, donc voilà comment elle est représentée, et puis les fonctions de répartition correspondantes, hein, donc on peut calculer sans aucune difficulté, donc voilà les lois marginales. Bon, les lois marginales, on les observe très bien. La question qui se pose maintenant, c'est à partir de ces lois marginales, est-ce qu'on peut comprendre la structure de dépendance entre ces deux lois, entre ces deux variables aléatoires plutôt, pour déterminer la loi jointe. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de connaître la loi jointe.
Vous voyez? Alors, le couple, hein, le vecteur, durée, et puis la quantité d'eau en millimètres ou en pouces qui est tombée. Bon, alors là, si on continue l'article, on nous explique que c'est justement une copule de Gumbel avec un paramètre 1,82. Hein, donc voilà, donc c'est 1,82, donc θ égale 1,82, je mets ça. Donc voilà ma copule. J'ai mes lois marginales, hein, donc voilà les lois marginales. Je les rentre dans, je fais le produit avec ma copule, et puis voilà ce qu'on obtient. Hein. On obtient une loi jointe grâce à la copule. Plus exactement, on obtient la fonction de répartition. Hein, mais encore une fois, la fonction de répartition donne complètement la loi. Hein, donc quand je dis loi ou fonction de répartition, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais l'un caractérise l'autre. Et donc voilà, la loi jointe qui correspond à la modélisation qu'on a voulu faire en hydrologie, donc dans cette, pour regarder à la fois la durée des précipitations et la quantité d'eau qui est tombée à Liberty Floride par rapport donc à la modélisation liée à cet article.